Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va peut-être encore attendre 2-3 secondes pour que les dernières personnes puissent se connecter. Merci à tout le monde d'avoir répondu à ce webinaire. Je suis Carole Monet, je suis responsable pour l'accompagnement des entreprises bruxelloises en Afrique subsaharienne. Je travaille pour Hub Brussels. Alors, dans le cadre de la continuité de nos activités internationales à travers le monde, Hub Brussels a décidé d'organiser une série de webinaires afin de maintenir le contact avec les entreprises. Et d'ailleurs, sachez que mardi prochain, donc le 9 juin, à la même heure, mon collègue Guilain Bredel présentera un webinaire sur l'état du monde et cette fois-là, ce sera l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les inscriptions sont ouvertes, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet, sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, nous allons donc faire l'état des lieux de la situation dans le cadre de la pandémie Covid en Afrique subsaharienne. Seront présents avec moi Jérôme Roux, qui est le conseiller économique et commercial tri-régional, basé à Kinshasa, et couvrant la République démocratique du Congo et la République du Congo. On aura aussi Yvan Corsac, qui lui est conseiller économique et commercial basé à Dakar et couvrant les juridictions suivantes. Alors pour Yvan, je vais devoir les citer. Donc le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, également en Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je voulais peut-être revenir sur un petit élément qui était très important, c'est que juste avant la pandémie, en fait, quelques jours avant, nous étions en train de préparer une mission très régionale qui devait nous mener à Kinshasa et à Lubumbashi. Cette mission devait donc avoir lieu du 28 mars au 4 avril et elle était organisée en collaboration avec mes collègues Marisol Michier de la WEX et Catherine Van Rasbeek de FIT, que je salue d'ailleurs au passage. Donc là, pour l'instant, nous sommes en train d'observer l'évolution de la pandémie en RDC. Dès que nous aurons une vision un peu plus claire, nous reviendrons vers vous avec une date et avec des informations plus précises. Alors, c'est pas seulement ce qui s'est passé en RDC, mais également au Sénégal, parce que nous étions en train de préparer une mission princière qui était en train d'avoir lieu. Normalement, les entreprises seraient en train de s'apprêter à aller à Dakar, puisque la mission était prévue du 7 au 10 juin. Par contre, là, on a une confirmation. Hein, donc, la mission a été postposée au mois de juin 2021. Là aussi, je reviendrai vers vous avec des informations un peu plus tard pour les entreprises qui avaient déjà marqué un intérêt pour ces deux projets. Alors, quelques informations pratiques avant de commencer. Donc, nous disposons d'une heure. Hein, donc, une heure pour aborder des thématiques qui sont assez denses, dont je compte sur mes collègues qui sont en Afrique pour respecter le temps de parole. Je leur donnerai à peu près une vingtaine de minutes. Ça permettra aux entreprises de poser les questions et nous prendrons le temps de répondre aux questions. Alors, pour les questions qui n'auront pas pu être abordées, dont les réponses n'auront pas pu être abordées pendant ce webinaire, ne vous inquiétez pas, on peut toujours assurer un suivi par email, donc avec mes collègues et avec moi-même, ainsi que mes collègues d'AWEX et de FIT. Voilà pour les informations pratico-pratiques. Donc, nous allons passer maintenant à la situation COVID un peu particulière en Afrique. Alors, vous avez sans doute dû remarquer que plusieurs personnes se posent la question concernant le cas de l'Afrique. Hein. On se demande si l'Afrique serait moins affectée par le Covid que les autres parties du monde. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? En tout cas, il y a plusieurs raisons qui sont avancées. On a noté ici la jeunesse de la population africaine. C'est vrai que en Afrique, les gens sont relativement jeunes. Le trafic aérien également qui a été relativement diminué, quasi tendre vers zéro. Il y avait quasi plus d'avions pour l'Afrique à un moment. On parle aussi d'une immunité qui est différente entre les Africains et d'autres personnes à travers le monde. On ne peut pas ne pas citer le cas du climat. Il fait très chaud en Afrique. Est-ce que ce virus serait moins sensible aux variations climatiques? Est-ce que ce virus aurait muté aussi par rapport au cas africain? Il y a aussi, très important à noter, le fait que certains pays africains ont très tôt, au début de la pandémie, imposé des mesures restrictives et également pris en charge rapidement les malades. Ce n'est pas le cas de tous les pays, mais certains pays l'ont fait très tôt et on a vu que ça a porté du fruit. C'est aussi important de souligner peut-être que l'Afrique a déjà une certaine expérience par rapport à certaines pandémies. Nous pensons très vite au cas Ebola qui a marqué l'Afrique il y a quelques années. Euh,
on est aussi malheureusement contraint de constater qu'au niveau de l'Afrique, il y a très peu de tests qui ont été effectués au niveau des personnes atteintes ou pas de la maladie. Donc, on ne sait pas vraiment si combien de personnes sont réellement infectées par le COVID. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'actuellement, en Afrique, en fait, la courbe est en croissance. Donc, c'est une courbe croissance. Autant dans certains pays de par le monde, on observe une certaine décroissance de la courbe liée à la pandémie COVID. En Afrique, c'est vraiment l'inverse. Et ce qui est évidemment malheureusement à constater, c'est que économiquement parlant, l'Afrique est fort impactée. Alors, c'est très important peut-être que nous passions un tout petit peu en revue la projection des croissances économiques pré-Covid d'abord. Selon la Banque africaine de développement, la croissance économique en Afrique s'est maintenue entre 3,4% en 2019 et devrait s'accélérer normalement à 3,9% en 2020 et 4,1% en 2021. Selon les prévisions de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, le taux de croissance pour 2020 en Afrique irait aux alentours de 3,2%, tandis que le Fonds monétaire international table sur une croissance de 3,6% en 2020 en Afrique subsaharienne contre 3,2% en 2019. Cependant, il est quand même fort malheureux de constater ça, mais la Banque mondiale pense que l'Afrique devrait enregistrer une croissance seulement de 2% en 2020, ce qui est relativement faible par rapport à ce qui était initialement prévu. Alors maintenant, si on doit passer à ces mêmes prévisions, mais après le COVID, ce sont des prévisions. Encore une fois, on est en train de projeter simplement des prévisions par rapport à la situation. Donc, post-COVID, selon toujours cette même Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, l'Afrique pourrait perdre la moitié de son PIB avec sa croissance qui pourrait passer à 1,8% seulement. Le Fonds monétaire international également prévoit une récession de moins 1,6% et la Banque mondiale entre 2,1% et moins 5% à peu près. Donc, ce sont quand même des prévisions qui nous laissent penser aujourd'hui, malheureusement, que le COVID a eu un impact très important au niveau économique en Afrique. Alors, en quoi est-ce qu'on peut aujourd'hui matérialiser cet effondrement par rapport à l'Afrique? Donc, on pense à l'effondrement des prix des matières premières, donc la perte des emplois, une menace d'une récession majeure des investissements, la diminution des flux financiers de la diaspora. Alors, la diminution des flux financiers de la diaspora, c'est un point important à souligner parce que c'est un point qui est vraiment marqué par le fait que la diaspora en question est essentiellement basée en Occident et que, évidemment, l'Occident ayant été fortement impacté par la crise de Covid, tout simplement, ces Africains qui sont basés en Occident n'ont plus la possibilité d'aider, de soutenir les familles qui étaient restées en Afrique. Ce qui donne donc à l'Afrique subsaharienne sa capacité de résister, c'est la solidarité et c'est également, ça il faut bien le constater, la résilience. Il est donc pour nous, je le pense, tout le monde sera d'accord pour le dire, très urgent de relancer le commerce. Il est très urgent de créer au niveau de l'Afrique une réelle valeur ajoutée. Voilà, c'est un peu les points que je voulais parcourir avec vous parce que maintenant, je pense que c'est très important que nous donnions la parole à nos collègues. Le premier qui prendra la parole, ce sera Jérôme Roux, donc qui est basé à Kinshasa et qui va nous présenter le point de vue, son point de vue par rapport au pays dont il a la charge, à savoir donc la République démocratique du Congo et la République du Congo. Jérôme, c'est à toi. Son micro. Avec les perspectives. Alors, tout d'abord, la situation sanitaire ici en RDC, il y a 3495 cas, donc c'est 492 guéris. C'est une crise qui la plupart des cas sont à Kinshasa, également dans d'autres provinces
Congo central, Nord Lubumbashi. Pour ceux de la République du Congo-Brazzaville, il y a beaucoup moins de cas qu'en RDC, 604, dont 20 décès. La plupart de ces cas sont à Brazzaville et à Pointe-Noire. Les mesures qui ont été prises sont de deux ordres. Donc, un isolement de la RDC par rapport au reste du monde. Et en bloquant les frontières, interdire les regroupements de personnes. Donc, on est toujours en évidence et la situation n'a pas encore atteint son pic dans les deux pays. Alors, quel est l'impact maintenant sur la croissance? Là aussi, les organismes n'ont pas toujours le même chiffre. Le FMI parle d'une récession de moins 2,5%. Tandis que les pessimistes en parlant d'une récession de 3,8% du PIB en 2020. Donc du produit intérieur brut en 2020. Concernant la République du Congo, l'impact est surtout venu du fait que l'économie est très dépendante du pétrole et comme vous le savez, les prix du cours du pétrole ont fortement chuté à 25 $. Donc, on parle là d'une récession de moins 9% du produit intérieur brut. Alors qu'avant, le budget avait été voté en décembre 2019 sur base d'une croissance de 1%. Donc, cette montre la dépendance de ce pays par rapport au secteur pétrolier. Alors, donc, évidemment, cela a un impact sur le budget des deux pays. Concernant la République du Congo, le déficit budgétaire est important. Ils sont diminués, puisque une des mesures pour lutter contre la crise, c'était de baisser les charges et les impôts par rapport aux entreprises. Donc, moins pour l'État. Et en même temps, il y a une augmentation des dépenses pour faire face à la crise. Le Congo a dû construire finir la construction d'hôpitaux. Également, il a créé un fonds de soutien aux entreprises. Concernant la RDC, donc cette chute du produit intérieur brut et une baisse de la demande sur le marché mondial. Donc, avec les deux principaux partenaires de la RDC que sont la Chine et l'Union européenne, donc les exportations et les importations ont fortement baissé. L'impact également inflationniste de cette crise, pour le moment encore plus ou moins contenu, on parle de 12,7%. Mais il y a déjà des augmentations de prix de biens de base qui font craindre des révoltes de la faim, un peu comme on a vu en Afrique du Sud. Alors, surtout dans un pays comme la RDC qui fortement de ses importations agroalimentaires qui correspondent à 1,5 à 2 milliards par an, ce qui est incroyable dans un pays avec pourtant un énorme potentiel agroalimentaire. Alors le taux de change également commence à déraper.
dans une économie fortement dollarisée. La situation budgétaire de la RDC n'est pas bonne, mais ce qui diffère par rapport à la République du Congo, c'est son niveau d'endettement élevé en RDC qu'en République du Congo. Alors, le Congo a sollicité le FMI et différents bailleurs de fonds pour des aides extérieures, et ça a donné lieu également à tout un débat dans plusieurs pays africains sur l'annulation de la dette, une suspension du paiement des intérêts de la dette pendant un certain temps. Alors, en République du Congo, c'est plus compliqué, puisque déjà avant la crise, le pays était en négociation avec le FMI. Les conditions qui avaient été émises, c'était donc de pouvoir renégocier avec les traders pétroliers une remise de la dette extérieure. Cette négociation n'a pas abouti, ce qui fait que l'aide promise par le FMI au mois de juillet dernier n'a jamais été octroyée au Congo. Alors, du côté de la le gouvernement congolais a mobilisé de son côté 11 millions de dollars. Le FMI est venu pour 363 millions de dollars. La Banque mondiale également, l'Union européenne et différents bailleurs bilatéraux. La Chine est en dons de matériel en nature et avec ses équipes médicales. Alors, tant qu'on en est à parler de la Chine, on a traité, notamment dans la région minière du Katanga et à Tenke-Fungurume, un des principaux sites miniers au Katanga. Il y a eu des manifestations, des grèves où les employés congolais ont brûlé le drapeau chinois. Alors, donc, c'est intéressant de cette crise sur les relations du Congo avec la Chine. Donc, pour la République du Congo, il y a une aide donc, de la Banque mondiale. Et comme je vous le disais, bloqué un certain montant, mais les négociations sont encore problème dont je parle, des négociants en pétrole. Alors, quels sont... Eh bien, tout d'abord, cette crise a permis de prendre conscience de l'importance de diversifier son économie. C'était le thème de la dernière mission économique qu'on a organisée au Congo-Brazzaville. Et c'est être au centre de la mission économique qu'on a dû reporter malheureusement au mois de mars dernier. Alors, parmi les secteurs, il y a l'agriculture et l'agroalimentaire. Et on voit qu'il y a plusieurs initiatives déjà, souvent liées au développement du numérique,
de plateformes pour mieux identifier les fermes aux alentours des grands centres de production, notamment à Kinshasa, mais aussi autour de Lubumbashi, en lien avec les supermarchés pour qu'ils puissent approvisionner localement. Alors, dans tout ce mouvement, le numérique joue un rôle important parce qu'il permet de géolocaliser les produits et également d'organiser au mieux la logistique. Alors, également, une prise de conscience au niveau des organismes régionaux de développement, notamment en Afrique centrale, de trouver des solutions régionales qui dépendent moins de la logistique. Également, un document passé au Parlement en mars dernier qui est une véritable stratégie industrielle, donc de développement de la transformation au Congo. Également, des zones économiques spéciales, je vais faire l'objet notamment de la économique de mars, une zone économique spéciale à Manono, et une autre à Maluku, donc qui également avec le pont route Kinshasa Brazzaville. Il y a eu un forum en février dernier sur le sujet où c'était l'occasion pour le du président de la République Tshisekedi de développer son plan du numérique national. Il y a eu un accord important qui a été signé avec Huawei pour une meilleure couverture dans les zones rurales et une couverture qui servirait pour la formation des jeunes. Également, entre Connect Communication et School Lab et Flash Service qui visent à fournir de l'Internet au débit 600 écoles. Des contenus de qualité. Oui, alors sur le numérique aussi, beaucoup de tentatives de trouver des réponses à la crise, notamment avec des applications dans le domaine de la santé pour le dépistage. Également, un autre secteur, c'est celui de la santé, où il y a eu des solutions de fabrication de respirateurs par des ingénieurs congolais, des liaisons avec sans frontières en Belgique. Un rôle intéressant de grandes sociétés congolaises comme la Pharmakina, des solutions contre la malaria, parce qu'en dehors de la pandémie du 19, il y a d'autres maladies qui continuent, avec la malaria qui reste la première source de décès. Et le virus qu'on pensait fini, eh bien, n'est encore tout à fait fini, puisqu'il y a un cas récent qui a été développé en Équateur. Donc, des menaces, mais en même temps des opportunités dans le secteur de la santé, la gestion des déchets hospitaliers,
75% des cas de transmission du virus Ebola sont dus à une mauvaise gestion des déchets hospitaliers. En dehors de ça, en dehors du développement du numérique, de l'agriculture et de la santé, il y a le secteur minier. Les avis sont partagés sur son avenir. Je pense que le secteur minier souffrira moins du pétrole en République du Congo. Alors, parmi les différents minerais, l'or, qui sert de valeur refuge, est certainement celui qui a les meilleures perspectives et le grand producteur d'or, même si beaucoup de cet or transite frauduleusement par les pays voisins. Alors, en dehors de cuivre, le cobalt et le coltan. Sur le cuivre, on s'attend à une récession, mais il y a tout de même de nouvelles usines qui ont été inaugurées au mois de janvier dernier. Là-bas. Il y a le très grand projet qui n'est pas encore arrivé en phase d'exploitation du groupe Ivanhoe à Kamoa. Et autour de tous ces projets, des opportunités toujours en matière de sous-traitance. À ce sujet, il y a une loi sur la sous-traitance qui est controversée et qui a donné une initiative de 19 ambassadeurs, pas seulement occidentaux, mais occidentaux pour la plupart, pour assouplir cette loi sur la sous-traitance. Alors, dans l'alimentaire, déjà, agricole, avec un article également controversé qui partait d'une intention louable de développer une classe moyenne congolaise, une certaine préférence nationale. Le tout est de trouver un équilibre pour ne pas arriver à une situation un peu semblable à une aérianisation qui ne porterait pas son nom. Alors, en dehors des mines, il y a du cuivre, il y a le cobalt, un débat aussi sur le rôle qu'il sera amené à jouer pour fournir les voitures électriques. On parle également du lithium, qui est également produit au Congo, pas loin de Manono et de la zone économique dont je parlais tout à l'heure. Donc, la province du Tanganyika. Oui, Jérôme, encore 2-3 minutes. Jérôme, encore 2-3 minutes, voilà. Si tu veux bien. Voilà, s'il te plaît. Alors, j'ai presque fini. Dernier secteur, infrastructure. Où là, il y a toujours des grands projets de la Banque africaine de développement. Le pont Route-Rail dont je parlais tout à l'heure, Brazzaville jusqu'à Ilebo. La navigation Congo et ses affluents. Et la Sangha. Un pont sur la rivière Ubangi de relier Bangui, Kisangani, Kampala et en de Banana. Alors, il y a eu une mission du port d'Anvers juste avant la crise. Le président Tshisekedi avait rencontré le port d'Anvers, son voyage en Belgique, et donc il lui a demandé de réfléchir sur un développement des ports maritimes et intérieurs au Congo.
Alors, ma dernière slide, c'est la République du Congo, où là, les infrastructures également peuvent donner lieu à des partenariats publics, l'électricité, la fibre optique ou les infrastructures portuaires. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, je profite de l'occasion encore pour rappeler que les questions, on les attend. On reçoit quelques questions, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions et on va essayer de prendre le temps de répondre à ces questions-là, soit directement dans ce webinaire, ou alors Jérôme, Yvan, moi et les autres collègues d'AWEX et FIT aussi, qui sont à votre disposition pour répondre à ces questions plus tard. Alors, Yvan, je ne sais pas si tout est prêt de ton côté. Ce sera à toi. Voilà. Voilà. On te donne la main. Voilà. Parfait. Alors, le poste de Dakar couvre 5 pays en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Carole l'a dit, et 3 postes en Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Pourquoi cela je suis arrivé à Nairobi en 2010 et en 2019, la secrétaire d'État au commerce extérieur, Madame Jedogne, a décidé d'ouvrir un poste à Dakar en 2019. Et donc m'a demandé si j'étais prêt à accepter cette mission, ce que j'ai fait. Mais je suis resté actif sur la zone de l'Afrique de l'Est également, où j'ai conduit en novembre 2019, l'année passée, une mission économique et commerciale sur le Kenya et l'Ouganda. Au 1er juin, il y avait officiellement 78 décès dans la juridiction de l'Afrique de l'Ouest pour 9067 cas déclarés de Covid et 85 décès pour 2888 cas déclarés en Afrique de l'Est. L'objet n'est pas de discuter ces chiffres, mais de constater qu'à ce jour, la pandémie n'a pas encore infecté ces régions de la même façon que dans d'autres parties du monde. Une des illustrations est le slum de Kibera à Nairobi, qui est l'un des plus denses au monde, où à peu près 300 000 personnes vivent sur 2 km², et où il n'y a pas d'accès à l'eau, où l'eau est chère, il n'y a donc pas moyen de se laver les mains, et la promiscuité est extrêmement élevée. On aurait dû voir les chiffres s'envoler dans le slum de Kibera si la pandémie avait affecté cette partie de Nairobi. Le contexte avant la pandémie est que ces 2 zones étaient sous pression pour accélérer leur industrialisation, leur création de valeur ajoutée dans les segments manufacturiers, de transformation agroalimentaire et de création d'emplois capables de nourrir sa population. Ces 2 zones disposent d'une population jeune qui a besoin de travail, qui vit sur des terres arables, qui a de l'eau et un climat favorable, avec un bémol sur les questions de changement climatique selon les zones. Les obstacles au développement étaient la gouvernance, la finance, l'éducation et le secteur informel. Nous sommes en pandémie, Carole l'a dit, avec un sommet de courbe qui devrait, selon les Nations Unies, se situer entre mi-juillet et mi-août. Aura-t-il l'amplitude de ce qui s'est vu sur d'autres continents reste une hypothèse, dans un sens comme dans l'autre. L'avantage de l'Afrique est qu'elle a bénéficié des expériences d'autres pays pour adapter ses mesures. Alors, les mesures sont diverses, je ne vais pas toutes les citer, elles sont là sur le PowerPoint, mais c'est couvre-feu, interdiction de manifestation publique, fermeture des frontières aériennes ou physiques, interdiction des déplacements entre régions sans autorisation spéciale, fermeture d'écoles, d'universités, de mosquées, de marchés publics, etc. Le contexte
c'est cette gestion des obstacles. L'exemple du Sénégal et du Kenya, qui sont les fers de lance tant à l'est et à l'ouest. La gouvernance, c'est l'aspect le plus complexe. Le Kenya rassemble 42 tribus réparties sur 47 régions, 47 counties, et la dimension ethnique domine. C'est une lutte entre les Big Five, Kikuyu, 18%, Luya, 14%, Kalenjin, 14%, Luo, 11%. Donc, les Big Five ensemble représentent presque 60% de la population. Il y a deux autres dimensions difficiles dans la gouvernance. C'est le droit du sol, avec seulement 16% de terres arables et 84% de terres arides ou semi-arides, et l'explosion démographique. Le Kenya est passé de 11 millions de personnes en 1970 à 52 millions aujourd'hui, soit presque une multiplication par 5 sur un demi-siècle. Au Sénégal, pays laïque à dominance musulmane, avec 92% de musulmans, il faut tenir compte de la force de la tradition et du conservatisme de la société sénégalaise, et en particulier de l'influence des confréries religieuses musulmanes, dont celle des Mourides, des Tidjanes, des Layènes, dont l'influence imprègne la vie sociale et politique. Finance, deuxième obstacle. Les pays africains bénéficient de plusieurs sources de financement extérieures, en plus de leur financement intérieur. C'est l'aide internationale, des bailleurs de fonds, l'aide bilatérale, un flux d'argent en provenance de sa diaspora étrangère et les investisseurs privés. La Banque mondiale, Jérôme en a parlé, a créé des nouveaux mécanismes de décaissement rapide, 14 milliards, et met à disposition un ensemble de ressources pour 160 milliards de dollars pour répondre à la crise au cours des 15 prochains mois. Le Fonds monétaire international pourrait décaisser 50 milliards de dollars par le biais de facilités de financement d'urgence en faveur des pays à faible revenu et des pays émergents aux prises avec la pandémie. Au niveau régional, la Banque africaine de développement a lancé un fonds de 10 milliards de dollars en réponse à l'épidémie du Covid. Cependant, l'ensemble de ces mesures ne sont que temporaires pour des pays déjà endettés qui verront une baisse de leurs recettes d'exportation. On verra donc, au niveau de l'aide bilatérale, ce sera souvent des projets de coopération qui vont être redirigés. Troisième palette de revenus, c'est la diaspora étrangère qui va subir de plein coup l'effet Covid à l'étranger et donc renverra probablement moins d'argent vers les pays africains. Et les investisseurs privés qui risquent fort de se reconcentrer sur leurs clients classiques, leur marché de proximité, ceux qui étaient porteurs auparavant, avant d'investir dans des nouveaux projets. Troisième pilier, c'est l'éducation. Pour les pays moins développés, cette éducation va-t-elle pouvoir reprendre et dans quelles conditions? Je pense que la question est illustrative. La digitalisation a, sur ces 3 dernières décennies, profondément changé les structures de l'emploi. La main-d'œuvre peu qualifiée est remplacée par de la mécanisation robotisée. L'éducation va donc jouer un rôle essentiel dans les économies du continent africain. Le risque éducatif, s'il n'est pas adressé, créera un terrain fertile pour l'intégrisme, le radicalisme, la violence et les mouvements migratoires. Dernier obstacle, c'est ce qu'on appelle le secteur informel.
l'Organisation internationale du travail, l'OIT, dans son étude de 2018, estime que 76% des emplois en Afrique ne se soumettent à aucune législation nationale, ne font l'objet d'aucune imposition sur le revenu et ne font l'objet d'aucune protection sociale. Vous voyez là dans le graphe, en vert, sur le continent africain, les pays en vert foncé où on oscille entre 80 et 90%. Donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, l'emploi informel représente respectivement 92,4% et 91% de l'emploi global, tous secteurs confondus. C'est un aspect essentiel puisqu'une crise comme le Covid impose des mesures restrictives de mouvement, de logistique, d'approvisionnement et impacte ces emplois de façon directe. Le dilemme devient donc mourir du corona ou mourir de faim avec un virus qui est également mortel pour les économies. Le secteur informel représente donc un défi critique pour un pays et sa puissance publique, puisqu'il d'une part une distorsion du marché et une atteinte à la libre concurrence, et que cela rend d'autre part difficile la mobilisation des recettes à des fins de redistribution et d'investissement. Opportunités d'affaires. Les plus grands fournisseurs du Sénégal, c'est l'Europe, qui concentre 46% des échanges, suivi par l'Asie, 27%, l'Afrique, 18%, et les Amériques, 6,8%. La France reste le premier fournisseur du Sénégal, avec 14,7% des importations sénégalaises, et la Belgique occupe la 7e place avec 4,3%. Les principaux produits importés par le Sénégal sont en termes de valeur les machines et appareils, les produits pétroliers finis, les matériels de transport, l'huile brute de pétrole, le riz et le blé. Au niveau des exportations, le Sénégal dirige ses marchandises vers l'Afrique, 36%, vers l'Europe, 35%, et vers l'Asie, 20%. Les produits sont l'or non monétaire, les poissons frais, l'acide phosphorique, les produits pétroliers, les crustacés et fruits de mer, le ciment hydraulique et les produits arachidiques. Pour le Kenya, ses fournisseurs sont l'Asie, États arabes, avec 67% des importations kenyanes, l'Europe avec 16%, l'Afrique avec 12%, les Amériques avec 5%. Les produits importés au Kenya sont les produits pétroliers, les machines et appareils, l'huile végétale, le pharmaceutique, la métallurgie et les produits alimentaires. Les partenaires du Kenya à l'exportation sont l'Afrique, 36%, l'Asie, 30%, l'Europe, 24% et les Amériques, 10%. Les produits sont le thé, le café, les fleurs et les produits d'extraction. Je vous ai listé là les secteurs porteurs sur ces deux économies. Ils sont impactés de façon différente pré-Covid, post-Covid. Le tourisme, par exemple, est fortement impacté et sera remplacé d'abord dans son tourisme balnéaire par un tourisme d'affaires. L'agriculture est un secteur essentiel. Il faut créer de la valeur ajoutée. Il y a des besoins fondamentaux là-dedans, en matière d'éducation, de formation professionnelle également. Construction de bâtiments passifs, énergie, eau, environnement, tout cela sont des secteurs dans lesquels il y a des opportunités, il y a moyen de faire des affaires. Comment l'Afrique vit la digitalisation et la globalisation industrielle a massivement bouleversé nos habitudes. Elle a normalisé le fait d'avoir dans son assiette fabriquée au Bangladesh des haricots du Kenya, de la viande d'Argentine, des pâtes italiennes et dans son verre fabriqué en Chine, du vin sud-africain. Le coût en logistique et en emballage est globalisé et l'impact environnemental et humain laissé pour compte. La dernière décennie de globalisation s'est accompagnée d'un mouvement massif de digitalisation. La digitalisation est mondiale, interrégionale, mobile, collaborative, et les contours de ces usages méconnus et mal définis. La pandémie vient bousculer ce modèle. La pandémie est à la fois
réels et virtuels, réels par ces 6,2 millions de cas, ces 380 000 décès, virtuels puisque tout un chacun y va de son opinion, de ses conseils face à une maladie qui infecte et tue moins que la tuberculose. Le changement, ce qui a changé, c'est le coup de frein à la production, à la consommation, l'effondrement des prix de la matière première, le gel du tourisme et de l'ORECA, le ralentissement de tous les secteurs d'activité et de nombreuses pertes d'emplois dans le monde. Bien qu'il soit encore trop tôt pour mesurer la totalité des retombées économiques de l'épidémie, l'OCDE a déjà réduit ses prévisions de croissance mondiale. Cette crise nous a obligés à repenser les modèles. Le télétravail a permis à de très nombreuses personnes de continuer à travailler tout en respectant les mesures de confinement. Si la réactivité a été efficace dans de nombreuses régions, il faudra voir son impact dans le temps. Par exemple, l'éducation est passée en moins favorisée. Elle s'est arrêtée dans les milieux moins favorisés. Cette crise a mis en exergue la capacité de massification digitale dont les effets sur les entreprises seront aussi importants que les mouvements de mondialisation de l'industrie que nous avons connus ces 3 dernières années. Sur mon graphe, vous voyez l'évolution du trafic numérique, 100 gigaoctets par jour en 1992. 10 ans plus tard, 100 gigaoctets par seconde. En 2017, 46 600 gigaoctets par seconde. Et selon la CNUSED, 150 700 gigaoctets par seconde en 2022. Il y a une autre illustration qui est l'illustration de la bande passante en téraoctets par seconde. On voit que le flux Europe-États-Unis est massif, Asie, États-Unis, Amérique latine est important, Europe, Afrique, Europe, Amérique du Sud, on voit que tout cela s'amenuise et c'est très important de voir que les opportunités sont là, il y a moyen de faire des choses. Le deuxième slide, la deuxième partie du slide, c'est le câblage sous-marin où on peut voir les trafics, les infrastructures à ce niveau. Donc la digitalisation en Afrique peut avoir de multiples effets. Elle peut booster l'éducation et la formation professionnelle et réduire la portion de l'économie informelle. Dans l'informel, le contact humain est le seul garant de la transaction. Le contact humain est fondamental dans toute transaction, puisque c'est l'essence de l'échange, qu'il soit commercial ou non. La digitalisation ne supprime en rien ce contact. Il suffit de voir l'adoption spectaculaire du WhatsApp qui s'est généralisée de l'Est à l'Ouest du continent. La crise Covid a mis en évidence l'urgence de création de valeur ajoutée, de la formation professionnelle et des réelles opportunités dans la digitalisation. La digitalisation, c'est ce qui va permettre à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, de devenir une réalité. L'objectif du projet est d'intégrer à terme l'ensemble des 55 États de l'Union africaine au sein de la zone de libre-échange. On dit 55, on dit 54 ou 55 en considérant la zone du Sahraoui indépendant. Voilà, je m'arrête ici. Carole a mentionné que nous avions prévu une mission économique et commerciale qui aurait été présidée par oui, tout à fait. l'Altesse royale, la princesse Astrid, en juin. Elle est remise à juin 2021. Et donc, nous avons une année pour nous préparer, pour faire des dossiers solides et faire de cette mission un succès. Je vous remercie. Merci beaucoup Yvan. C'était vraiment très intéressant. Merci à Jérôme aussi
pour ton intervention. Alors, on a plusieurs questions, hein, plusieurs questions qui nous viennent. Ça montre l'intérêt que les entreprises ont par rapport à ce webinaire. Je voudrais déjà donner deux informations. Les slides sont disponibles, donc j'ai beaucoup de personnes qui me demandent s'ils pourront avoir les slides de présentation d'Yvan et de Jérôme. Oui, sur demande. Sinon, je peux vous les envoyer, vous envoyer un lien vers lequel vous pouvez trouver toutes les informations de ce webinaire. Il y a aussi des personnes qui me demandent si le webinaire peut être enregistré et vu plus tard. Ça, je vais revoir avec mes collègues au niveau technique, mais voilà, on me dit que c'est tout à fait possible. Donc voilà, ce sera aussi possible d'avoir ce webinaire et de le réécouter si les personnes le veulent plus tard. Alors, je vais poser les questions qui nous viennent ici un peu en vrac. D'abord, je commence par Jérôme. Jérôme, il y a des personnes qui veulent savoir ceci. Tu nous as parlé des émeutes à l'encontre des Chinois en RDC. Qu'en est-il de la présence des investissements et des produits chinois à faible et à haute valeur ajoutée sur les marchés africains? Est-ce que tu peux effectivement situer un peu où est la position des Chinois par rapport aux investissements en Afrique actuellement? Alors, il y a également une personne qui nous parle, c'est toujours pour Jérôme, hein, qui est très intéressée par le partenariat public-privé dans le domaine de l'électricité en RDC. Est-ce que tu disposes du texte qui permet d'avoir plus d'informations sur ce PPP? Ça, c'est pour Jérôme. Je passe à Yvan parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais comme ça, vous avez les questions. Alors, pour Yvan, qu'est-ce que, si on peut me remettre les questions. Voilà, merci. Alors, pour Yvan, l'impact, quand pourrait-on accéder à vos pays? En fait, la question est posée à vous deux, hein. Quand est-ce que les gens peuvent repartir en RDC et quand est-ce que les gens peuvent repartir au Sénégal et de tous les pays que Yvan couvre? L'impact de la pandémie semble moins sérieux sur le plan sanitaire en Afrique, mais ça, on l'a abordé déjà, hein. Alors que chez nous, donc ici en Europe, elle a été très marquée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui en est la cause? Ça, je pense qu'on a discuté. Alors, on me pose la question à moi, mais ça, je pense que je vais pouvoir répondre à la personne en privé parce que je sais qui c'est, par rapport aux subsides disponibles pour l'accompagnement des PME à l'export. Donc ça, je vais répondre à cette personne en privé. Je reviens sur Jérôme et sur la question des Chinois. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, Jérôme. Est-ce que tu peux nous donner des informations là-dessus rapidement, s'il te plaît? On n'a pas Jérôme, donc je vais Vous m'entendez? Oui, on t'entend là. Il y a à la fois le fait que les Chinois soient venus avec leurs experts a été apprécié. Ils ont également fourni du matériel à des prix qui restent toujours compétitifs, notamment du matériel sanitaire. Donc, les Chinois restent un partenaire incontournable. Et notamment, ce qui fait leur force, c'est leur puissance financière. Mais en même temps, il y a plusieurs types de capitalisme chinois. Il y a le capitalisme d'État. Ce sont les grandes sociétés soutenues par l'Exim Bank, la banque d'assurance crédit, qui prennent relativement peu de risques. Il y a à l'autre extrême un capitalisme sauvage de personnes qui ont tendance à menacer les emplois à faible valeur ajoutée, qui souvent respectent peu les règles sanitaires ou autres. Et puis entre les deux, il y a des hommes d'affaires normaux, si je puis dire, chinois, qui sont plus ouverts au partenariat, notamment au partenariat triangulaire entre les Européens, des Belges notamment, et la Chine et le Congo. Parce que, comme pour tous les pays, ce sont des marchés difficiles, que ce soit la RDC ou la République du Congo. Et il y aurait peut-être une ouverture pour des triangulaires. Alors, concernant la question sur l'électricité, j'aurais pu développer toutes les opportunités qui restent là, qui sont importantes dans le secteur de l'électricité. Il y a des appels d'offres en cours qui parfois ont été reportés à cause de la crise. L'ouverture des plis a été reportée. Et là, je propose qu'on m'envoie un mail et qu'on
on en discute plus en détail. Tout à fait. Je pense que ce serait plus simple d'une mise en contact, en relation entre l'entreprise qui est intéressée par les PPP et directement avec Jérôme à Kinshasa, parce qu'on n'aura Pour pas beaucoup de temps. la question sur les vols, on parle d'un vol vers le 20 juin de SN à nouveau vers la RDC. Voilà. Merci, Jérôme. Yvan, est-ce que tu pourrais... Je voudrais simplement ajouter que la Chine a sur l'Afrique une stratégie de health diplomacy. Donc, le Covid, qui est d'abord apparu en Chine, a fortement impacté l'image de la Chine à l'international. Et donc, pour redorer son image, la Chine a mis en place un véritable mouvement de health diplomacy. L'Afrique a aussi, je dirais, été choquée parce qu'il y a des mouvements racistes qui sont apparus en Chine à l'égard des Africains, à tel point que la totalité des ambassadeurs postés en Afrique ont adressé une lettre conjointe au ministre au président Xi Jinping pour protester contre cela. Donc je pense que au travers de cela, il y a eu un ressenti et que l'Europe, qui n'a pas eu ce genre d'attitude, est apparue avec une image plus positive sur le continent africain. Je crois que c'est important de le souligner. Je crois aussi que c'est très important de démystifier l'impact de la Chine en Afrique. Nous sommes toujours, l'Europe, un partenaire très important du continent africain. Vous l'avez vu dans les statistiques que j'ai mentionnées pour le Sénégal, 46% des échanges sont avec l'Europe. Donc, je crois qu'il ne faut pas constamment mystifier l'impact de la Chine. Nous sommes culturellement beaucoup plus proches du continent africain que les continents chinois. Pour ce qui est de la reprise des vols, c'est une question à 100 francs, puisque on espérait reprendre mi-juin, puis la semaine passée, le gouvernement au Sénégal a décidé de garder fermé l'espace aérien jusqu'à la fin juin au moins. Ne sont autorisés que ce qu'on appelle les vols de rapatriement, c'est-à-dire des nationaux qui veulent retourner vers leur pays d'origine. Yvan, encore une question, mais elle concerne aussi Jérôme. Alors, d'abord, une précision, hein. Il y a des entreprises qui voudraient avoir plus de renseignements aussi concernant les mesures. Une fois que les vols seront à nouveau accessibles vers vos pays, est-ce que vous pourriez nous tenir au courant des mesures? Est-ce qu'on va mettre les gens en quarantaine? Si oui, où? Dans des hôtels, dans des hôpitaux, chez eux? Voilà. Les gens ont besoin de savoir ça parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui seraient prêtes déjà à, pendant cet été, envisager éventuellement un retour vers l'Afrique. Alors, une question on va finir par là, malheureusement, parce que le temps est déjà écoulé. Je veux simplement dire que Hub a mis en place un système qui s'appelle le Monitorona, sur lequel toutes les mesures sont mises à jour de façon régulière par l'ensemble des conseillers économiques et commerciaux dans le monde. Donc, c'est un fichier Excel qui est disponible, qui peut être demandé à... Tout à fait. C'est bien que tu le reprécises. Alors, la dernière question, hein, c'est concernant l'e-commerce, en fait. Donc, la pandémie a fait émerger, hein, au niveau de l'Occident, en tout cas, l'e-commerce. On s'est rendu compte qu'on était effectivement capable, depuis notre salon, d'avoir accès à toutes les marchandises dont on avait besoin de par le monde. Est-ce que l'Afrique a aussi été impactée par cet e-commerce? Si oui, comment est-ce que ça s'est manifesté en Afrique? Est-ce qu'il y a là, pour nos entreprises belges, des opportunités? Ça concerne évidemment Jérôme et Yvan.
Oui. Effectivement, le digital devient une façon de faire le commerce. Ce qu'on a vu ici, c'est qu'au moment du début de la crise, l'ensemble des supermarchés ont mis en place un système de commande par Internet ou par téléphone avec des petites mobylettes qui distribuent partout en ville des produits qu'on achète auprès des supermarchés. Oui, avec bon, les particularités en Afrique, notamment au Congo, c'est que les adresses sont souvent peu précises, ce qui parfois pose des problèmes pour la livraison à domicile. Mais c'est certain que tout ce qui est site Internet, il y a beaucoup et de e-marketing, il y a beaucoup de développement possible. Et surtout dans le secteur de l'éducation. Le fait que les enfants n'ont pas pu continuer à aller à l'école, il y a une véritable demande pour des solutions d'enseignement à je pense que ça va de pair avec notamment avec le kit solaire, par exemple, où on trouve des solutions énergétiques, des solutions en matière d'enseignement à distance, où quel que soit l'endroit où on se trouve au Congo, on peut suivre une bonne formation. Voilà. Merci. Je vais malheureusement devoir clore ce webinaire. C'était un premier essai et c'était un essai que nous avons voulu très participatif et on a vu que l'intérêt des entreprises par rapport à cette nouvelle forme de communication était tout à fait réel. Merci. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir pris part à ce webinaire. Vous avez été très nombreux. Les questions arrivent encore. Nous restons à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes spécifiquement orientés vers la pandémie par rapport à telle ou telle partie du monde où se trouvent nos collègues. Nous espérons, en tout cas c'est notre souhait, que ce ne soit pas un one-shot, mais que nous puissions revenir vers vous le plus rapidement possible avec une thématique que nous allons aborder, aussi bien avec mes collègues, donc Jérôme et Yvan en Afrique, que les autres collègues ici à Bruxelles. Merci à mes collègues de Hub Brussels qui ont permis que ce webinaire se passe dans de très bonnes conditions. Et je vous rappelle donc que le prochain webinaire de Hub Brussels ce sera mardi prochain, donc mardi 9 juin, et ce sera la thématique relative à l'Afrique du Nord et à la zone MENA. Donc voilà, merci à Yvan, merci à Jérôme. Oui, dis un dernier mot, Yvan. Jérôme. Oui, non, sur les missions économiques, oui. Je pense que c'est aussi à montrer que on pouvait faire beaucoup de choses sans attendre la mission économique proprement dite. Même si le coût est évidemment essentiel, on peut très bien préparer les dossiers à tout moment sans attendre une mission. En matière de zone géographique et de secteur, puisque dans une mission économique, on est limité sur le choix de province, le choix des secteurs. Voilà. Ben, merci. Merci à Jérôme pour cette précision. Je suppose que ça concerne également le Sénégal, en tout cas la juridiction de Yvan. Nous restons donc à votre disposition pour toute autre forme de questions. Et encore une fois, à tout le monde, merci et bon après-midi. À bientôt. Au revoir.